Merci. Merci pour l'invitation. On m'a demandé de traiter des apports caloriques en soins critiques en 20 minutes, ce qui est déjà un challenge en soi. Alors, avant de commencer, je voulais aborder 2 points qui me paraissent cruciaux. Le premier, c'est que les apports caloriques que vous allez prescrire à vos patients, qu'on va prescrire à nos patients, vont influencer son devenir. Alors, c'est un peu caricatural sur cette courbe en U de l'étude de Zussman, mais globalement, si on apporte trop peu ou trop de calories à nos patients par rapport à leur dépense énergétique mesurée, on va avoir un impact sur la morbimortalité. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ça ressort dans pas mal d'études, c'est que entre ce qu'on prescrit et ce qu'ils reçoivent réellement, il y a un vrai gap. La plupart du temps, dans le sens d'une dette calorique. Cette dette calorique, elle va être là dès le départ, mais elle va persister dans le temps, et y compris bien au-delà du séjour en soins critiques. Et il va falloir essayer de lutter contre cette dénutrition qu'on instaure. Donc on va parler de la dépense énergétique essentiellement et de comment l'évaluer ou la mesurer pour guider notre prescription d'apports caloriques. Et dans un deuxième temps, je vais vous présenter les recommandations qui ont été émises cette année par la SRLF et la SFNCM au sujet des apports caloriques, et on pourra en discuter ensemble. Petit point d'introduction, la dépense énergétique, elle comprend 2 grands postes de dépenses. Le premier, le majoritaire, c'est la dépense énergétique de repos, qui va elle-même dépendre essentiellement du métabolisme de base nécessaire au fonctionnement des organes et de la thermogénèse liée à l'alimentation, c'est-à-dire combien de calories on dépense pour digérer ce qu'on apporte de façon exogène. De façon plus marginale en réanimation, il va y avoir la dépense liée à l'activité physique. On va souvent la négliger à la phase aiguë chez les patients sédatés et ventilés, mais il faudra la prendre en compte quand on va commencer à réhabiliter les malades. Alors la dépense énergétique de repos, qui va être le gros sujet du topo, elle va elle-même être vraiment déterminée par la masse maigre, la masse non grasse, c'est-à-dire la masse cellulaire active qui est nécessaire au fonctionnement des organes, qui va dépendre du sexe, de l'âge, du poids et aussi de la condition physique du patient, entre des patients plutôt musculeux ou plutôt en surpoids. D'autres déterminants de la dépense énergétique, alors en réa encore plus qu'ailleurs, ça va être la pathologie et sa sévérité, avec certains déterminants qui vont augmenter la dépense énergétique, comme la fièvre par exemple. On estime que la dépense énergétique augmente de 6% par point de température corporelle. Le sepsis peut agir dans les 2 sens, mais plutôt dans le sens d'une augmentation de la dépense énergétique, la brûlure et l'agitation du patient, sa tachycardie, etc. A l'inverse, certains de nos traitements vont plutôt diminuer la dépense énergétique de repos, comme la mise en hypothermie, les curares, la sédation profonde. Et donc, il va falloir prendre tout ça en compte. Et enfin, ce qui va beaucoup influencer la dépense énergétique de nos patients, c'est le temps. Cette dépense, elle n'est pas du tout linéaire au cours de la prise en charge. Au départ, à la phase aiguë de défense multiviscérale, on va avoir une tendance à un hypométabolisme, une mise au repos de certains organes et plutôt une diminution de la dépense énergétique de repos. Et quand le patient survit et qu'il va commencer à cicatriser, à reprendre de l'anabolisme, il va avoir des besoins augmentés et sa dépense va elle-même augmenter. Ça a bien été montré dans cette étude de Whittle sur des patients Covid de réa, intubés ventilés, chez qui ils ont mesuré par calorimétrie de façon linéaire la dépense énergétique de repos. Et à la première semaine, on avait en moyenne une dépense autour de 1500 calories. Alors, évidemment, c'est une moyenne pour tous les patients. Hein. Et à la 3e semaine, 2700 calories. Donc, si on applique la même cible tout au long du séjour, on va forcément être dans l'erreur. Question qui me paraît centrale, et je vais beaucoup insister là-dessus, c'est est-ce que les dépenses qu'on va estimer ou qu'on va mesurer en calorimétrie, par exemple, sont le reflet des besoins réels du patient? Probablement qu'à la phase aiguë, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'à la phase aiguë, le patient va être dans un état de catabolisme et va avoir de la protéolyse, de la glycolyse, de la néoglucogénèse et va produire de façon endogène des calories. Et ces calories-là, on ne peut pas les quantifier en routine et elles vont s'accumuler avec les calories exogènes qu'on va apporter en risquant une surnutrition dans cette première phase. Alors ça, ce n'est pas une vue de l'esprit, ça a été montré in vivo par l'équipe de Metteberger à Lausanne. Elle a injecté à ses patients des isotopes marqués du glucose et du carbone pour essayer de mesurer la production endogène de glucose au fil du temps. Et à la phase aiguë, donc par exemple à J4, ils ont trouvé qu'il y avait une production d'environ 200 grammes de glucose par jour en moyenne. Donc 1 gramme de glucose, c'est 4 kilocalories, pour rappel, donc ça fait 800 calories. Ça, c'est variable d'un patient à l'autre. Et chez les patients les plus musculeux, les jeunes patients polytraumatisés, on peut aller jusqu'à 1200 kilocalories de production endogène par jour à la phase aiguë. Et ça, il va falloir le prendre en compte. Or, ce n'est pas du tout quantifiable en routine. Alors, comment déterminer la dépense énergétique? Ce qu'on fait tous les jours, c'est estimer via le poids. Et le docteur Fontaine vous en parlera juste après.
Donc, en général, on utilise ce qui est l'évaluation de la dépense énergétique de repos, 20 à 25 kilocalories par kilo et par jour. Ce sont les recommandations de la Société européenne de nutrition. Mais si on s'amuse à faire une calorimétrie chez tous les patients, on se rend compte que seulement 30% des patients ont vraiment cette cible-là de dépense énergétique de repos. Et donc, pour 30% d'entre eux, on va être au-dessus de la dépense et pour 30% d'entre eux, en dessous. Donc, la plupart du temps, on va se tromper, même si c'est la façon la plus simple et la plus pragmatique de réfléchir. Si on prend ces deux monsieur Dupont, donc monsieur Dupont de gauche, que je ne connais pas, et Antoine Dupont, le rugbyman, je ne le connais pas non plus, hein, mais ils ont le même âge, la même taille, le même poids, mais dans un cas, un profil plutôt d'excès de masse grasse et de surpoids, et dans l'autre, un profil plutôt d'excès de masse maigre. Évidemment, si on leur applique une formule uniquement basée sur le poids, on va trouver la même dépense énergétique. Or, instinctivement, on imagine que ces patients n'ont pas les mêmes besoins. Alors, comment faire de façon un peu plus individualisée, un petit peu plus personnalisée? On va pouvoir mesurer cette dépense énergétique de repos. C'est d'ailleurs ce qui est préconisé par l'ESPEN en première intention quand on a un calorimètre à disposition. Donc, la calorimétrie indirecte, le principe est assez simple. Lorsqu'on va vouloir produire de l'ATP, on va utiliser des substrats. Et ces substrats, pour se transformer en ATP, vont devoir être oxydés. Et c'est cette consommation d'oxygène nécessaire à l'oxydation des substrats qu'on va pouvoir mesurer et la production de CO2 qui en découle. Ces deux variations d'O2 et de CO2 mises dans l'équation de Ware nous donnent une dépense calorique en calories par 24 heures. Et c'est ce qu'on va pouvoir mesurer. Pour mesurer finement cette variation de gaz, il va falloir avoir un analyseur de gaz qu'on va pouvoir brancher en dérivation sur un ventilateur d'un patient ventilé ou de façon externe, certains calorimètres le font en mettant un casque hermétique. Et on va obtenir un écran qui ressemble à celui-ci. Donc la mesure, elle prend 5 à 15 minutes selon les calorimètres. Ils vont être calibrés et ils vont nous donner la production d'O2, la consommation d'O2, la production de CO2 et le quotient respiratoire qui est le produit des deux, qui va varier en fonction du substrat énergétique utilisé par le patient pour produire son énergie et qui va nous donner aussi un indice de qualité de la mesure. Je ne peux pas rentrer dans le détail, mais il y a plein de revues de la littérature qui vous expliquent tout ça. Et si la mesure est stable dans le temps, si notre patient a des courbes plutôt stables sur le calorimètre, on va pouvoir interpréter la fameuse RE, Rest Energy Expenditure, qui est la dépense énergétique de repos extrapolée aux 24 heures en kilocalories par jour. Donc si on applique ça à nos monsieur Dupont, on va avoir pour le profil de masse grasse un patient qui a 1900 kilocalories de dépenses énergétiques de repos et pour le patient plutôt musculeux, des dépenses à 2300 kilocalories. Alors 400 kilocalories par jour, une fois ou deux fois comme ça, c'est pas très, très important, mais cumulé sur le nombre de jours de prise en charge de réanimation, ça commence à faire potentiellement une dette calorique importante pour l'un ou un overfeeding pour l'autre. La calorimétrie indirecte, elle a pas mal de limites d'utilisation, notamment pas mal de limites qui vont dépendre du patient, puisqu'on va essayer d'extrapoler ce qu'on va mesurer sur quelques minutes à l'ensemble de la journée. Donc il faut que le patient, au moment où on fasse la mesure, soit dans un état, non pas stable, parce que c'est difficile en réanimation, mais stabilisé, c'est-à-dire pas en train de faire un pic fébrile, pas en train de faire une séance de kinésithérapie respiratoire, pas dans un moment d'agitation, par exemple. L'autre chose, c'est qu'on a du mal à avoir une précision de mesure si la FiO2 réglée sur le ventilateur est au-delà de 70%. Donc on va garder cette limite de 70% pour pouvoir faire la calorimétrie. L'autre difficulté pour réaliser la calorimétrie indirecte, c'est la disponibilité du moniteur. On a fait un audit cette année au sein des unités françaises pour savoir qui disposait d'un calorimètre et on a trouvé que seulement 28% des unités avaient à disposition un calorimètre. Donc ces données ne sont pas encore publiées. On a interrogé également sur les modalités d'exécution de la mesure et sur l'interprétation qu'en avaient les cliniciens. Alors, ce qui est assez rassurant, c'est que la plupart des cliniciens ont confiance dans le chiffre que leur donne le calorimètre, y compris s'il y a une grande différence avec ce qu'ils auraient prédit par la formule de l'ESPEN. Et quand on leur demande pourquoi, selon eux, la calorimétrie est si peu utilisée, ce qui sort en premier, c'est le temps médical insuffisant. Ensuite, la faible disponibilité du moniteur. Et en troisième lieu, l'absence d'effet sur la mortalité prouvée dans la littérature. Alors, c'est vrai. Les essais cliniques récents qui sont intéressés à la question de la mortalité liée à une alimentation guidée par calorimétrie n'ont pas été concluants sur la mortalité. Les CETIC-ACOS évaluaient surtout les infections secondaires et la mortalité. Il y a une tendance, mais ils n'ont pas trouvé de différence significative.
Et l'essai ITICU, qui a regardé en critère de jugement principal le devenir fonctionnel des patients, n'a pas non plus montré de différence significative. Ce qu'on peut quand même discuter, c'est que ce qui était comparé dans ces deux essais, c'était une stratégie dite standard, c'est-à-dire apporter 20 à 25 kilocalories par kilo par jour aux patients, selon un protocole des services, versus apporter 100% de ce qui était indiqué par le calorimètre DG0. Or, on l'a vu, le calorimètre, il va vous indiquer une dépense énergétique, mais pas un besoin énergétique. À aucun moment, le calorimètre va vous donner la production endogène de glucose et combien le patient apporte lui-même à la phase aiguë pour subvenir à ses besoins. Donc, quand on apporte 100% de la dépense, probablement qu'on fait de l'overfeeding, et c'est ce qui était le cas dans ces deux groupes contrôles. Quand vous n'avez pas de calorimètre, c'est-à-dire au moins 70% d'entre vous, ou peut-être que c'est un petit peu biaisé par votre intérêt pour la nutrition, vous pouvez utiliser la VCO2 sur le respirateur, et ça, c'est accessible sur tous les ventilateurs, et extrapoler en prenant, en admettant que le quotient respiratoire de votre patient va être un respiratoire assez standard de 0,85, qui est la moyenne pour les patients de réanimation qui sont nourris avec un mélange équilibré en glucides, lipides, protides. Et vous allez pouvoir extrapoler et avoir une dépense énergétique de repos. Alors, est-ce que ça fonctionne? Lorsqu'on compare à la calorimétrie indirecte, en moyenne, ça fonctionne pas mal. Le coefficient de personne est pas trop mauvais. Mais si on regarde à titre individuel, seulement 45% des patients vont avoir une vraie corrélation entre ce qui est mesuré par calorimétrie indirecte et ce qui est extrapolé de la mesure de la VCO2. Donc, c'est mieux que faire 25 kilocals, mais ça a des limites quand même. Un mot sur le sujet obèse. Vous connaissez probablement cette illustration de coupe de scanners en L3 de différents morphotypes de patients. En haut, on a des patients qui ont tous la même masse musculaire, sauf que les BMI vont de 15 à 40. Et en bas, on a tous des patients qui ont des BMI à 29, mais avec des masses musculaires qui vont de la sarcopénie à la masse musculaire d'Antoine Dupont. Donc évidemment, si on applique une équation basée sur le poids à l'ensemble de ces sujets-là, on va se tromper dans 100% des cas. Il y a une trop grande variabilité phénotypique des obésités, et au minimum, il faudra corriger le poids si on applique une équation basée sur le poids. C'est le minimum syndical. Mais le mieux, ce serait de faire quand même une calorimétrie chez sujet ou à défaut, une mesure de la VCO2. Donc pour résumer cette première partie sur l'évaluation de la dépense énergétique, la calorimétrie indirecte, alors oui, c'est le gold standard pour mesurer la dépense énergétique. Mais comme je vous l'ai dit, elle ne prend absolument pas en compte ce qui est produit de façon endogène. Et prescrire sur les données de la calorimétrie à la phase aiguë, c'est probablement s'exposer à de l'overfeeding. Donc ce sera plutôt un outil de la deuxième phase. La VCO2, c'est mieux que les équations, mais ça a quand même des limites. Et les équations, l'avantage, c'est qu'elles sont disponibles 24 heures sur 24, mais avec les limites qu'on a citées et que Eric Fontaine vous précisera juste après. Ça reste néanmoins recommandé d'utiliser ces équations-là. Alors, quelle dose de nutrition apporter? Ça, c'est un sujet complexe. Il va falloir distinguer deux phases. La première phase, la phase aiguë, la phase de défaillance multiviscérale, où on a d'une part une diminution du métabolisme de l'ensemble des organes pour essayer de survivre à tout ça, et d'autre part une production endogène de glucose qu'on ne peut pas quantifier. À cette phase-là, le catabolisme va quand même apporter pas mal de calories, et le risque principal, ça va être la surnutrition avec des dysglycémies, des troubles ioniques, des anomalies du bilan hépatique, et souvent une mauvaise tolérance digestive si on apporte trop. Et on va être plutôt hypocalorique sur cette phase de préférence. Lorsque le patient va s'améliorer, s'il s'améliore, et rentrer dans une phase de réhabilitation, on va rentrer dans un tout autre paradigme qui va être plutôt la dénutrition et la sous-nutrition, avec la reprise de l'anabolisme et avec le fait que les patients ne s'alimentent généralement pas comme on l'avait prévu. La gastrique, il se l'est arraché, la voie centrale, on l'a enlevée parce qu'elle était infectée, il est sorti en service, on ne va plus le suivre, etc. Et donc, c'est un tout autre problème. À tout moment, on peut revenir à la phase 1. AJ7, pneumopathie acquise sous ventilation mécanique, nouveau choc septique. Il va falloir revoir nos objectifs à la baisse et revenir sur la nutrition hypocalorique. Donc les essais cliniques ils se sont intéressés à comparer deux stratégies nutritionnelles. Des stratégies nutritionnelles qui sont dites standards, c'est-à-dire essayer d'apporter la cible calorique le plus vite possible, 20 à 25 kilocalories kilo, versus une stratégie plutôt retardée, où on va commencer tout doucement la nutrition avec des faibles niveaux caloriques et pas trop avant J7, n'ont pas montré d'effet sur la mortalité. Certains essais sont quand même positifs sur des critères secondaires, notamment de morbidité, comme l'essai Hypanic que je vous présente ici, où on a une diminution des infections, une diminution de la durée de ventilation mécanique, de la cholestase et une sortie plus précoce du patient lorsqu'on introduit progressivement une nutrition sur la première semaine.
Et vous n'êtes pas sans connaître, je pense, cet essai clinique NutriRéa3, qui est paru en 2023. Grand essai clinique randomisé, multicentrique, 1500 patients par groupe, un truc un peu sérieux, qui a comparé 2 groupes. Un groupe low calorie, où tous les patients recevaient 6 kilocalories par kilo pendant 7 jours, et un groupe dit standard, qui recevait 25 kilocalories par kilo dès l'admission du patient. Ils n'ont pas trouvé de différence sur la mortalité ni sur les infections secondaires. Par contre, ils ont trouvé une diminution d'1 jour de séjour en soins critiques et 1 jour de ventilation mécanique et surtout moins de complications digestives. Alors, j'aimerais quand même qu'on discute un tout petit peu de cette étude, qui est une magnifique étude, je ne reviens pas là-dessus, mais les patients du groupe dit contrôle, dit standard, reçoivent en fait une dose très très importante de nutrition dès la phase aiguë, parce que 25 kilocalories, c'est ce qui leur a été prescrit en nutrition artificielle, et ça ne prenait pas en compte les calories non nutritionnelles. Donc certains patients, comme vous le voyez sur les petits carrés blancs, reçoivent des J0 jusqu'à 35 kilocalories kilojour. Et on peut se demander si c'est vraiment le reflet de nos pratiques du quotidien. Néanmoins, ces essais cliniques ont permis d'émettre des recommandations qui sont donc parues cet été de la SRLF et de la SFNCM. Et ces recommandations préconisent une nutrition hypocalorique à la phase aiguë avec une cible calorique qui est de 6 à 8 kilocalories kilojour pour les patients ventilés de réa, et ça pour toute la première semaine. Alors ça va être assez difficile d'avoir des cibles si faibles, notamment chez les patients les plus graves, parce qu'on a de nombreux apports non caloriques qui sont administrés aux patients. Et ça peut aller très vite. Quand on met 500 de glucosé, c'est 100 kilocalories. Vous mettez votre patient sous propofol vitesse 15, c'est 360 calories jour. Et pour un peu qu'il soit dialysé en continu au citrate, c'est 250 à 500 kilocalories par jour selon votre dose de citrate. Donc rien que là-dessus, on peut avoir jusqu'à 700-800 kilocalories d'apport non nutritionnel. Vous rajoutez ça aux apports, à la production endogène de glucose, et on est quasiment déjà aux cibles de la dépense énergétique de repos. Donc c'est sûr qu'une nutrition artificielle ajoutée par-dessus peut faire de l'overfeeding très vite. Dans la deuxième phase, donc la phase d'amélioration, si le patient se sort de tout ça, on va être dans un tout autre paradigme qui va être la sous-nutrition. C'est une réalité. Je vous ai montré en introduction l'illustration de l'étude de Baumeler qui montrait que les cibles, même à J7, elles sont jamais atteintes, même quand elles sont prescrites. Et surtout que ce défaut calorique, il va persister dans le temps et jusqu'à 1 an post-réa. Et j'aime beaucoup cette étude de Stoppe qui essayait de regarder la concordance entre ce qu'on prescrit et ce qui est reçu. Et à la phase aiguë, on est de l'ordre de 40%. Donc si vous prescrivez 500 calories, estimez que votre patient reçoit 250 parce qu'il est parti au scanner, il devait aller au bloc, il a été mis à jeun, bon finalement c'est annulé, il s'est arraché la gastrique, etc. C'est ce qu'on connaît au quotidien et la réalité, c'est ça. Et à la phase aiguë, c'est peut-être pas très grave, mais quand le patient s'améliore, c'est ce qui va gréver sa sortie de réa et son pronostic. Donc les recommandations sur les apports caloriques après une stabilisation, donc au-delà de J7 d'après les recommandations récentes, ça va être de 20 à 30 kilocalories par kilo de poids et par jour. Ces cibles-là, elles prennent essentiellement en compte la dépense énergétique de repos. Évidemment, si votre patient s'améliore bien et qu'il va sur une phase de réhabilitation avec de la kiné, de la mise au fauteuil, qui commence à marcher dans le couloir du service, il va falloir prendre cette dépense énergétique supplémentaire en compte. Alors, si vous avez la chance d'avoir un calorimètre, il va falloir cibler à minima environ 100% de ce que vous mesurez, et rajouter 10, 15, parfois 20% d'apports caloriques pour supplémenter ces apports liés à l'activité physique si votre patient est mobilisé. Donc pour conclure, je vous propose d'avoir une approche assez pragmatique. Première chose, de partir du principe que dépenses et besoins, ce n'est pas la même chose, et surtout à la phase aiguë. On n'arrive pas à quantifier au lit du patient combien il peut produire de façon endogène. On n'a que des stigmates un peu indirects. Pour l'instant, on ne peut pas le faire, en tout cas par calorimétrie, on pourra en discuter. Mais à la phase aiguë, le risque, c'est la surnutrition. La calorimétrie, elle a du coup pas tellement sa place, parce que nous donner les dépenses totales quand on ne sait pas ce qui est produit de façon endogène, c'est pas forcément pertinent. Par contre, elle aura toute sa place à la phase de réhabilitation, où on voudra éviter de continuer une dette calorique. Ça fait rentrer dans la chambre du patient, ça fait s'intéresser à la nutrition, et du coup, on a des cibles prescrites qui sont beaucoup plus raccord avec les vrais besoins du patient. Il va falloir penser qu'à tout moment, le patient peut se réaggraver. Et là, il faudra de nouveau baisser la nutrition pour éviter l'overfeeding. Il y a cette revue de Stoppe qui est sortie dans ICM cette année que je trouve tout à fait pragmatique. Elle donne des chiffres. Alors, on aime bien avoir des chiffres en réanimation, même si ce n'est pas toujours adéquat. En tout cas, elle propose plusieurs phases. Une phase vraiment très aiguë d'1 à 4 jours,
une phase peut-être de phase subaiguë de 5 à 7 jours et au-delà de 7 jours si le patient s'améliore. Et surtout, elle rappelle qu'à tout moment, il va falloir monitorer le patient pour regarder quelle est sa dépense réelle et revenir à la phase départ s'il fait une nouvelle infection, une nouvelle dégradation, un nouveau choc septique, etc. Vous trouverez sur le site de l'ASFAR cette fiche didactique qui est très bien faite et qui résume, alors là je vous ai mis un tout petit morceau de synthèse, mais elle est beaucoup plus complète que ça, sur ce qu'on pense qu'il faut prescrire à la phase aiguë et à la phase de réhabilitation. Et ça vous donnera aussi les apports protéiques qui n'étaient pas le sujet du topo d'aujourd'hui. Je vous glisse également ce QR code. C'est une étude qui est en cours de la part du comité de nutrition de l'ASFAR pour savoir un petit peu quelles sont nos pratiques en réanimation et pouvoir s'améliorer. Et je vous remercie de votre attention.